Ma sœur m'a donné un coup de pied dans le ventre de femme enceinte à la fête d'anniversaire de maman. Voilà ce que tu mérites pour te croire meilleur que la famille, a-t-elle crié. Je ne pouvais plus respirer. Mon bébé est devenu silencieux. Puis mon mari, juge fédéral, s'est avancé. Tu viens de commettre un crime fédéral. Bonjour à tous. Merci d'être là avec moi aujourd'hui. Avant de commencer mon histoire, j'aimerais savoir de quelle ville vous nous rejoignez. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires. Maintenant, laissez-moi vous plonger dans cette histoire. Ce matin-là, c'était un samedi de fin mai. Le soleil de Denver se déversait déjà par la fenêtre de notre chambre, peignant des rayures dorées sur le sol. Je m'en souviens si clairement. J'étais enceinte de 6 mois et je me sentais bien, vraiment bien, forte. Je portais notre petite fille, et elle était très active, appuyant toujours ses petits pieds contre mes côtes comme si elle était impatiente de rejoindre le monde. J'entendais mon mari, Preston, déjà dans la cuisine. L'odeur riche du café en préparation, le sien était toujours extra fort, monté par les escaliers, mêlé au faible son de lui fredonnant quelque chose de classique. C'était notre routine paisible et heureuse. Je me suis étiré, un mouvement lent et prudent ces jours-ci, et j'ai posé une main sur mon ventre qui s'arrondissait. « Bonjour, petite » ai-je murmuré. Elle a répondu par un petit battement, comme pour dire bonjour en retour. Preston et moi, nous avions une belle vie. Une vie que nous avions construite ensemble, une vie qui semblait sûre et stable. Il était juge fédéral, le plus jeune jamais nommé au palais de justice Byron White, en centre-ville. Je l'avais rencontré il y a 8 ans, quand je travaillais comme sténographe judiciaire pendant son audience de confirmation. Je me souviens avoir été si frappé par lui, pas seulement par son intelligence, mais par la gentillesse dans ses yeux sombres, la façon dont il se plissait au coin quand il souriait. Je n'aurais jamais imaginé alors que je l'épouserais, ou que sa présence stable deviendrait l'encre de mon monde entier. J'ai finalement réussi à sortir du lit, j'ai enfilé une robe vert émeraude fluide, qui mettait en valeur mon ventre, et j'ai glissé mes pieds dans une paire de ballerines confortables. Aujourd'hui, c'était la grande fête pour les 60 ans de ma mère. Et malgré les sentiments compliqués que j'éprouvais pour les grandes réunions de famille, je voulais être belle pour elle. Juste à ce moment-là, Preston est apparu dans l'embrasure de la porte. Il tenait 2 tasses, la vapeur s'enroulant comme de petites prières. « Tu es radieuse » a-t-il dit, ce sourire familier atteignant ses yeux. Il a posé ma tasse de thé décaféiné sur la table de chevet. « Merci » ai-je dit, ma voix un peu tendue. J'ai pris la tasse avec reconnaissance. C'est juste que je suis nerveuse pour aujourd'hui. Il n'a pas eu besoin de demander pourquoi. Il s'est assis sur le bord de notre lit, son expression devenant sérieuse. Brenda t'a encore envoyé des textos, n'est-ce pas? J'ai juste hoché la tête, affichant les messages sur mon téléphone. Le dernier était arrivé à 6 heures du matin. C'était la même vieille histoire. Une autre tirade sur le fait que je me croyais meilleur que tout le monde maintenant que j'avais épousé un juge. Que j'avais abandonné mes racines. Preston les a lus par-dessus mon épaule et j'ai senti sa mâchoire se crisper. Audrey, ce n'est pas une rivalité fraternelle normale, a-t-il dit, sa voix basse et ferme. Certains de ces messages sont vraiment inquiétants. Il avait raison, bien sûr. Ma petite sœur, Brenda, avait toujours été instable. En grandissant, elle était l'enfant en or, celle qui ne pouvait rien faire de mal aux yeux de nos parents, tandis que j'étais la calme, la stable. Mais dernièrement, sa colère semblait plus ciblée, plus venimeuse. Elle s'était intensifiée depuis que Preston et moi avions annoncé la grossesse. Elle m'accusait de me prendre pour une autre maintenant que nous vivions à Cherry Creek au lieu de notre ancien quartier de Lakewood. L'ironie, c'est que Brenda vivait dans une maison sur mesure que la famille de son mari, Gary, les avait aidés à obtenir. Elle conduisait un SUV flambant neuf et prenait des vacances somptueuses 2 fois par an. Mais d'une manière ou d'une autre, à ses yeux, c'était moi qui avais pris la grosse tête. Elle est juste jalouse, ai-je dit. Mais même en prononçant ces mots, il me semblait faible, comme une excuse fragile que j'utilisais depuis des années. Tu sais comment elle est lors des événements familiaux. Preston s'est levé et a ajusté sa cravate. C'était un geste subtil, mais je savais ce que cela signifiait. Il passait en mode professionnel, le juge calme et analytique prenant le dessus. « Promets-moi quelque chose » a-t-il dit. « Si elle commence quoi que ce soit aujourd'hui, quoi que ce soit, nous partons immédiatement. »
Mais c'est l'anniversaire de maman, Preston. Je ne peux pas la laisser tomber. Ta mère comprendra, a-t-il dit, son ton ne laissant aucune place à la discussion. Il s'est penché et m'a embrassé le front. La sécurité de notre bébé passe avant tout. Je suis sérieux, Audrey. Nous partons au premier signe de problème. J'ai accepté. Bien qu'une partie de moi, une partie stupide et pleine d'espoir, priait pour que cela n'arrive pas. Malgré tout, Brenda était toujours ma sœur. Nous avions partagé une chambre en grandissant, construit des forts dans le jardin. Il devait bien rester quelque chose de ce lien, n'est-ce pas? Un vestige de la sœur qui me tressait les cheveux avant les photos de classe. Je devais y croire. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents à Lakewood a duré environ 30 minutes. À chaque kilomètre, j'avais l'impression de remonter le temps, à travers des quartiers familiers où les maisons devenaient un peu plus petites, les pelouses un peu moins manucurées. C'était le monde dans lequel j'avais grandi, un monde que Brenda prétendait que j'avais abandonné. Quand nous nous sommes garés dans l'allée de mes parents, la fête battait déjà son plein. Des voitures bordaient les deux côtés de la rue et le son des rires et de la musique de mariachi s'échappait du jardin. Ma mère, Lorraine, avait mis les petits plats dans les grands. Elle avait loué des tentes blanches et transformé leur modeste jardin en quelque chose de magique. Prête? A demandé Preston, en me serrant la main alors que nous sortions de la voiture. Autant que je puisse l'être, ai-je soupiré, en essayant de forcer un sourire. Nous sommes passés par le portail latéral pour entrer dans une scène de chaos merveilleusement contrôlée. Il devait y avoir au moins 50 personnes qui déambulaient. Les tables étaient chargées de tamales, de pozole et d'un énorme gâteau très léché. L'odeur de la viande grillée se mêlait à celle des roses du jardin de ma mère. Un parfum qui m'a immédiatement ramené aux étés de mon enfance. Ma mère nous a vus la première. Lorraine Rodriguez, même à 60 ans, était une force de la nature. Ses cheveux argentés étaient relevés en un chignon élégant et elle portait une robe couleur vin. Elle s'est précipitée vers nous, son visage rayonnant de cette joie particulière qui vient du fait d'être entourée de tout ce que l'on aime. « Mija, tu es magnifique », s'est-elle exclamée, en m'enlaçant avec précaution pour tenir compte de mon ventre. Et Preston, si beau comme toujours. Preston a accepté son étreinte avec une chaleur sincère. C'était l'une des choses que j'aimais le plus chez lui. Malgré sa profession formelle et son salaire prestigieux, il n'avait jamais montré le moindre soupçon de condescendance envers ma famille ouvrière. Au contraire, il semblait toujours plus détendu ici qu'aux conférences judiciaires guindées. « Joyeux anniversaire, Lorraine », a-t-il dit, sortant un petit cadeau emballé de la poche de sa veste. 60 ans vous vont à merveille. Elle a rayonné et nous a guidés vers la table familiale principale où mon père, Walter, tenait salon avec ses vieux copains de chantier. Mon père avait vieilli plus visiblement que ma mère. Ses mains étaient tachées en permanence de callosité et de poussière de ciment, témoignage d'une vie de dur labeur. Il s'est levé quand il nous a vus, son visage buriné s'illuminant d'un immense sourire sincère. Voilà ma fille qui a réussi, a-t-il claironné, en me serrant dans ses bras qui sentaient l'allspice et la sueur de bois. Et comment va ma petite fille là-dedans? Elle donne des coups de pied comme si elle voulait devenir une joueuse de football, ai-je ri, en posant sa main sur mon ventre juste au moment où le bébé a obéi avec un petit coup bien senti. Les yeux de mon père se sont écarquillés d'émerveillement. C'était un moment pur, magnifique. Et c'est là que je l'ai vue. Brenda se tenait de l'autre côté du jardin, près du bar improvisé. Elle avait déjà un verre à la main. Son expression était illisible à cette distance. Même à 15 mètres, je pouvais voir la tension dans ses épaules. La façon dont elle se tenait comme un ressort tendu. Son mari, Gary, se tenait à côté d'elle, sa main touchant son bras dans un geste que je ne connaissais que trop bien. Le mouvement apaisant, la tentative de désamorcer la situation avant même qu'elle ne commence. Il avait l'air fatigué. Il avait toujours l'air fatigué. Gary a croisé mon regard et m'a fait un petit signe de la main, tendue. J'ai répondu, mon estomac se nouant. Pendant la première heure, tout a été étonnamment paisible. Ma mère, inconsciente des tensions sous-jacentes, nous a fièrement fait faire le tour, présentant Preston à des parents qui le regardaient avec un mélange d'admiration et de curiosité. Nous nous sommes retrouvés à une table avec ma cousine Elena, à discuter des plans d'épargne-études de ses enfants, et à simplement profiter de la nourriture et de la musique. Un instant, j'ai même commencé à me détendre. Je me suis laissé croire que peut-être, juste peut-être, aujourd'hui serait différent. C'était mon erreur.
L'espoir est une chose dangereuse quand il s'agit de gens comme ma sœur. L'illusion de paix s'est brisée au moment où Brenda s'est approchée de notre table. Elle se déplaçait avec une sorte de grâce prédatrice, les yeux fixés sur nous. Tiens, a-t-elle dit, sa voix dégoulinant d'un sarcasme familier et acéré que je me rappelais de 1000 disputes d'enfance. Si ce n'est pas le couple royal, qui nous honore de sa présence. J'ai vu la main de Preston se rapprocher légèrement de la mienne sur la table. Il a levé les yeux vers elle, son expression parfaitement calme. Bonjour, Brenda. Comment vas-tu? Oh, je vais très bien, a-t-elle dit, en prenant une longue gorgée de sa margarita. Les affaires marchent bien. Tu sais, certains d'entre nous font encore un travail honnête pour gagner leur vie. La pique m'était clairement destinée, bien que ses yeux soient restés fixés sur mon mari. Ma cousine Elena s'est agitée mal à l'aise sur son siège. Je devrais. Aller voir les enfants, a-t-elle marmonné, battant en retraite précipitamment et nous laissant tous les trois dans un triangle d'hostilité latente. Brenda, ai-je dit, en gardant ma voix basse. C'est la fête de maman. On peut s'il te plaît ne pas faire ça aujourd'hui? Faire quoi? A-t-elle demandé, sa voix pleine de fausse innocence. Je prends juste des nouvelles de mon beau-frère. Je lui demande comment se passe son travail très important où il décide du sort des autres depuis son trône de fantaisie. Preston est resté parfaitement immobile, maître dans l'art de projeter une autorité calme. C'était une compétence affinée par des années à présider des audiences contentieuses. Je comprends que toi et Gary vous en sortez bien avec l'entreprise, a-t-il dit, son ton poli et égal. Vos parents doivent être très fiers. C'était exactement la bonne chose à dire, la reconnaître sans mordre à l'hameçon. Mais Brenda n'était pas intéressée par la désescalade. Elle était là pour se battre. Ouais, eh bien, certains d'entre nous sont restés fidèles à la famille au lieu de s'enfuir pour épouser l'argent et vivre dans des quartiers chics, a-t-elle craché. Brenda, arrête. Ma voix est sortie plus sèche que je ne le voulais, attirant les regards des tables voisines. Tu es ridicule. Ah oui? Ses yeux se sont enfin tournés vers moi, et j'ai vu quelque chose de sombre et de laid en eux. C'était le même regard qu'elle avait juste avant une crise de colère d'enfance. Un mélange volatile de blessure et de rage. Tu n'as pas appelé maman depuis 3 semaines. Tu as manqué le rendez-vous chez le médecin de papa. Mais tu te pointes ici dans ta robe de créateur, en agissant comme si tu appartenais encore à cet endroit. J'ai eu des complications de grossesse, ai-je dit, ma main se déplaçant instinctivement vers mon ventre. Le médecin m'a mise au repos partiel après cette alerte au saignement. Toujours une excuse avec toi, n'est-ce pas? La voix de Preston a tranché la tension comme une lame. Ça suffit. Brenda a reporté toute son attention sur lui. Un rictus tordant ses lèvres. Oh. Le juge parle. Qu'est-ce que tu vas faire? Me déclarer coupable d'outrage. Je vais te demander de t'éloigner de ma femme. Ta femme? Brenda a laissé échapper un rire dur et laid. Elle était ma sœur bien avant d'être ta femme. Ma sœur qui aidait papa avec les devis, qui connaissait chaque ouvrier par son nom. Maintenant, regarde-la, assise là comme une petite fleur délicate qui ne peut pas supporter une conversation. Le groupe de mariachi avait terminé son set, et dans le silence soudain, nos voix portaient. Je pouvais voir ma mère s'approcher de l'autre côté du jardin, son visage plissé d'inquiétude. Brenda, s'il te plaît, ai-je dit, en me levant lentement. Allons juste quelque part en privé pour en parler. Oh, maintenant tu veux parler? Après des mois à nous traiter comme si nous étions inférieurs à toi. Je ne vous ai jamais traité comme ça. Tu parles. Le juron était assez fort pour que plusieurs conversations s'arrêtent complètement. Tu sais quel est ton problème, Audrey? Tu penses qu'épouser un juge te rend meilleur que nous. Tu penses que son précieux titre t'élève au-dessus de tes origines. Preston s'est également levé, son mouvement délibéré et contrôlé. Brenda, tu es en colère. Mais tu franchis une ligne. Quelle ligne? Elle s'est approchée et je pouvais sentir la tequila sur son haleine. La ligne où je n'ai pas le droit de dire à ma propre sœur qu'elle est une imposture? Ma propre colère a finalement fait surface. Tu veux savoir ce qui est une imposture? Toute cette comédie de victimes. Tu es juste jalouse parce que Preston et moi sommes heureux. Tu ne supportes pas que j'ai trouvé quelqu'un qui me traite avec respect. Respect? Son visage est devenu rouge.
C'est comme ça que tu appelles ça quand ton mari est assis là à nous juger avec sa belle éducation? Il regarde les mains de papa, la façon dont on parle, comme si toute cette fête était une petite expérience ethnique pittoresque pour lui. Tu projettes tes propres insécurités, Brenda, a dit Preston, sa voix stable, mais avec une pointe d'acier. Je n'ai que du respect pour votre famille. Des insécurités? Elle a ri amèrement. C'est riche de la part d'un homme qui pense qu'une robe noire le rend Dieu. Ça suffit. Je me suis interposé, mon cœur battant la chamade. Tu es ivre et tu mets maman dans l'embarras pour son anniversaire. N'ose même pas me faire la morale sur le fait de mettre la famille dans l'embarras, a-t-elle hurlé. C'est toi qui t'es enfui pour épouser le premier homme avec un gros salaire qui t'a accordé la moindre attention. Les mots m'ont frappé comme un coup physique. Après 8 ans, réduire notre amour à une transaction. J'ai senti les larmes menacées et je me suis détesté de lui montrer cette faiblesse. Retire ça, ai-je murmuré. Pourquoi? Parce que c'est vrai, s'est-elle penchée, sa voix un sifflement venimeux. Tu sais quoi? Je pense. Je pense que tu es tombée enceinte exprès pour piéger le juge avec un bébé, pour qu'il ne puisse pas partir quand il en aura marre de jouer à la dinette avec son petit projet de charité. L'air s'est raréfié dans la fête. Tout le monde nous regardait. Ma mère était devenue pâle. Mon père se frayait un chemin à travers la foule, son visage sombre de fureur. Brenda Rodriguez, tu t'excuses auprès de ta sœur tout de suite, a ordonné ma mère, mais sa voix tremblait. Brenda l'a ignoré, ses yeux fixés sur moi. C'est ça, n'est-ce pas? Tu as trouvé comment le coincer définitivement. Te faire engrosser pour qu'il doive continuer à prétendre que tu appartiens à son monde. Et quelque chose en moi a craqué. Toutes les années à lui trouver des excuses, à me mordre la langue, tout est sorti d'un coup dans une vague de pure rage. Tu es pathétique, ai-je dit, ma voix portant clairement à travers le jardin silencieux. Absolument pathétique. Tu ne supportes pas que je sois heureuse parce que tu es misérable. Son visage est passé du rouge au blanc. Petite. Brenda. Le rugissement de mon père a déchiré l'air alors qu'il nous atteignait enfin, mais il était trop tard. Il était déjà trop tard. Dans la fraction de seconde qui a suivi mes mots, le temps a semblé se déformer. J'ai vu Brenda se jeter en avant. Pendant un battement de cœur, j'ai cru qu'elle allait juste me pousser, m'attraper le bras. J'avais tort. Au lieu de cela, sa jambe s'est levée, rapide et dure. Son pied, chaussé d'un talon pointu, a heurté de plein fouet mon ventre arrondi. Le monde a explosé en une gerbe de douleur blanche et brûlante. Le souffle m'a été complètement coupé. Je me suis plié en deux, un halètement étranglé s'arrachant de ma gorge, mais aucun air n'entrait. La douleur était immense, une agonie profonde et écœurante qui irradiait dans tout mon abdomen. Mais pire que la douleur, bien pire, c'était le silence. Le silence terrifiant et absolu à l'intérieur de mon utérus. Ma petite fille, qui avait été si active tout le matin, est devenue complètement immobile. J'ai vaguement entendu Preston crier le nom de ma sœur, un son de fureur pure et sans retenue. J'ai entendu ma mère crier, un cri aigu et perçant d'horreur. J'ai entendu le bruit sourd et écœurant de corps qui s'entrechoquent alors que mon père, avec une vie de frustration refoulée, plaquait sa propre fille au sol. Mais tout cela semblait lointain, étouffé comme si cela se passait sous l'eau. La seule chose qui était réelle était le silence terrifiant là où le coup de pied de ma fille aurait dû être. Je me suis affalé à genoux sur l'herbe, mes mains pressées de manière protectrice sur mon estomac, mon esprit chantant une prière désespérée. S'il te plaît, ma petite, s'il te plaît, donne-moi un coup de pied. S'il te plaît, fais-moi juste savoir que tu vas bien. S'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît. Preston était à côté de moi en un instant, ses mains douces sur mes épaules, son visage un masque de terreur aux jointures blanches. Audrey, parle-moi. Où as-tu mal? Le bébé, ai-je haleté, réussissant enfin à aspirer une bouffée d'air rauque. Elle ne bouge pas, Preston. Elle ne bouge pas, j'ai vu la couleur quitter son visage, mais sa voix quand il a parlé était une forteresse de calme. C'était la voix du juge, l'homme qui ramenait l'ordre dans le chaos. Nous allons à l'hôpital tout de suite. Autour de nous, la fête avait sombré dans le pandémonium. Mon père immobilisait une Brenda qui se débattait et criait sur la pelouse. Ma mère sanglotait, répétant « Je suis tellement désolé, encore et encore ». Gary, le mari de Brenda,
se tenait juste figé près du bar, la main couvrant sa bouche d'horreur. Une statue d'inutilité. Preston m'a aidé à me relever, ses bras soutenant la majeure partie de mon poids. Tom, a-t-il appelé notre voisin, qui avait regardé toute la scène se dérouler, les yeux écarquillés comme des soucoupes. Peux-tu amener ta voiture? Nous devons nous rendre à l'hôpital presbytérien immédiatement. Alors que Tom courait chercher ses clés, j'ai regardé ma sœur. Mon père l'avait redressée, mais son visage ne montrait aucun remords, aucun choc, aucun regret. Au contraire, elle avait l'air satisfaite. Un sourire effrayant et triomphant jouait sur ses lèvres, comme si elle avait enfin obtenu la réaction qu'elle désirait. Voilà ce que tu mérites, a-t-elle craché, se débattant contre l'emprise de mon père. Voilà ce qui arrive quand tu te crois meilleur que ta famille. Et c'est là que c'est arrivé. Preston a arrêté de marcher. Il s'est tourné lentement, délibérément, pour faire face à ma sœur. À ce moment-là, l'homme doux et gentil que j'aimais a complètement disparu. À sa place se tenait le juge fédéral Preston et il portait avec lui tout le poids écrasant du gouvernement des États-Unis. Sa voix, quand il a parlé, était calme. Elle était parfaitement calme, et c'était le son le plus terrifiant que j'ai jamais entendu. Brenda Rodriguez, a-t-il dit, et l'autorité absolue dans son ton a réduit au silence tout le jardin. Même les enfants ont arrêté de jouer. Tu viens de commettre une agression criminelle devant plus de 50 témoins. Il a fait un pas de plus. Tu as agressé une femme enceinte. Ma femme enceinte. Pour la première fois, une lueur d'incertitude a traversé les traits de Brenda. La satisfaction suffisante a commencé à faiblir. Preston a poursuivi, chaque mot une arme parfaitement choisie, parfaitement aiguisée. Quand nous reviendrons de l'hôpital, quand je serai certain que ma femme et ma fille sont en sécurité, je vais te détruire. Il a laissé cela en suspens un instant. Je ne le ferai pas en tant que mari d'Audrey. Je le ferai en tant que juge fédéral qui vient de te voir commettre un crime violent et prémédité. Le FBI enquêtera. Le procureur des États-Unis engagera des poursuites. Et j'utiliserai toutes les ressources légales à ma disposition pour m'assurer que tu encours la peine maximale prévue par la loi fédérale. La voiture de Tom s'est arrêtée au bord du jardin. Preston a tourné le dos à ma sœur et m'a guidé vers elle sans un mot de plus. Alors que nous nous éloignions, j'ai entendu Brenda commencer à crier quelque chose, mais la voix de mon père l'a coupée avec une finalité déchirante. C'est fini, a dit mon père à sa fille, sa voix se brisant de chagrin et de rage. Tu en as fini avec cette famille. Le trajet en voiture jusqu'à l'hôpital a été un brouillard de terreur silencieuse. Preston me tenait la main, son étreinte une bouée de sauvetage dans un océan de peur tourbillonnant. Je gardais juste mon autre main pressée contre mon ventre, attendant, suppliant un signe, un battement, n'importe quoi. Mais il n'y avait que le silence. Ce silence horrible et sinistre. Elle va s'en sortir, a murmuré Preston, bien que je puisse entendre la peur brute sous son assurance forcée. Et si ce n'est pas le cas, ai-je murmuré, les mots s'étranglant dans ma gorge. Et si, Brenda? Et si? Ne fais pas ça, a-t-il dit, sa voix ferme mais douce. Ne pense pas comme ça. Nous allons te faire examiner, et ensuite nous allons gérer ça. J'ai regardé son profil alors qu'il fixait la fenêtre, sa mâchoire serrée comme du granit. Ma sœur n'avait aucune idée de ce qu'elle avait fait. Elle pensait m'avoir donné un coup de pied. Ce qu'elle avait vraiment fait, c'était déclarer la guerre à l'une des institutions les plus puissantes du pays, et ils allaient l'écraser. La salle des urgences de l'hôpital presbytérien était un tourbillon d'urgences contrôlées. On m'a conduite rapidement dans une salle d'examen et, bientôt, le docteur Chang, mon gynécologue obstétricien, était là. C'était une femme sans chichi dans la cinquantaine, et sa compétence calme m'avait toujours rassuré. Mais aujourd'hui, j'avais besoin de plus que de réconfort. J'avais besoin d'un miracle. Alors qu'elle attachait le moniteur fœtal à mon ventre, le gel frais m'a fait frissonner. Preston et moi fixions tous les deux l'écran du moniteur. Le souffle retenu, attendant un signe de vie. La pièce était silencieuse, à l'exception du bourdonnement de la machine. Cela a semblé une éternité. Et puis, il y a eu ce son. Un son de sifflement rapide a rempli la pièce. Fort, régulier, défiant. Le son du rythme cardiaque de notre fille. Votre petite fille va bien, Audrey, a dit doucement le docteur Chang. Le rythme cardiaque est parfait. Elle a probablement été juste étourdie par le traumatisme.
Un soulagement si absolu et écrasant m'a envahi et j'ai commencé à sangloter. De grands sanglots reconnaissants. Preston s'est penché et m'a embrassé le front, ses propres yeux brillants de larmes non versées. Elle va bien, a-t-il murmuré. Notre fille va bien. Le docteur Chang a poursuivi son examen. La zone d'impact est déjà en train de bleuir, a-t-elle dit, en palpant doucement mon abdomen. Vous allez avoir mal pendant plusieurs jours, mais je ne vois aucun signe de blessure interne. Cependant, je veux vous garder en observation pour la nuit. Tout traumatisme à ce stade nécessite une surveillance. Y a-t-il un risque de complications tardives? A demandé Preston, sa voix portant maintenant le ton précis et interrogateur qu'il utilisait dans sa salle d'audience. Il y a toujours un petit risque avec tout traumatisme abdominal, a-t-elle admis. Mais vous êtes jeune et en bonne santé. Le bébé semble totalement indemne. Alors que le docteur Chang partait pour organiser ma chambre, Preston a sorti son téléphone et est sorti dans le couloir. À travers la porte entr'ouverte, j'ai pu entendre des fragments de sa conversation. Des mots comme « procureur fédéral »,« accusation d'agression »,« déposition de témoins ». La machine était déjà en marche. Quand il est revenu, son visage était sombre mais résolu. J'ai contacté Case Chandler au bureau du procureur des États-Unis, a-t-il dit. Il ouvre une enquête fédérale sur l'agression de Brenda. Fédérale, ai-je demandé, la tête me tournant encore. Pourquoi pas simplement la police locale? Parce qu'elle a agressé la femme d'un fonctionnaire fédéral, a-t-il expliqué calmement. Ce qui en fait un crime fédéral en vertu de plusieurs lois. Il envoie déjà des agents à la fête pour obtenir des dépositions sous serment de tous ceux qui ont vu ce qui s'est passé. L'efficacité était stupéfiante. Il y a quelques heures à peine, mon plus grand souci était un dîner de famille gênant. Maintenant, des agents du FBI interrogeaient mes proches. Qu'est-ce qui se passe ensuite, ai-je demandé, ma voix à peine un murmure. Il m'a pris la main. Brenda se fait arrêter. Probablement demain matin. Case demandera des accusations fédérales pour agression contre un membre de la famille d'un fonctionnaire fédéral. Cela entraîne une peine maximale de 20 ans. 20 ans. Le nombre flottait dans l'air entre nous. 20 ans, c'était une vie. Elle était cruelle. Elle était violente. Mais elle était toujours ma sœur. Preston, ai-je commencé, ma voix tremblante. Fais-tu cela parce que c'est la bonne chose à faire légalement, ou parce que tu es en colère? Il est resté silencieux un long moment, considérant sa réponse avec la même délibération prudente qu'il apportait à ses décisions judiciaires. Les deux, a-t-il dit finalement. Oui, je suis furieux que quelqu'un t'ait blessé et ait menacé notre fille. Mais ce n'est pas pour ça que j'ai appelé Case. Je l'ai appelé parce que ta sœur a commis un crime fédéral grave devant 50 témoins. Si moi, en tant que juge fédéral, je ne signalais pas cela, je manquerais à mon devoir. Sa voix s'est adoucie. Audrey, ce que Brenda a fait n'était pas juste une dispute familiale qui a mal tourné. Elle a délibérément attaqué une femme enceinte. C'est un aperçu de quelqu'un capable d'une violence extrême. Nous devons l'arrêter avant qu'elle ne blesse quelqu'un d'autre. Alors qu'on me conduisait à ma chambre pour la nuit, je savais qu'il avait raison. J'ai pensé au regard sur le visage de Brenda après qu'elle m'ait donné un coup de pied, la satisfaction, le plaisir. Elle n'avait pas seulement perdu le contrôle, elle avait apprécié. Et c'était la chose la plus terrifiante de toutes. Le lendemain, après une nuit agitée à l'hôpital, nous sommes rentrés à la maison. Notre maison de Cherry Creek, habituellement un sanctuaire de calme, semblait différente. C'était comme l'œil d'un ouragan. Preston m'a aidé à m'installer sur le canapé du salon avec une montagne d'oreillers, puis a disparu dans son bureau à domicile pour passer d'autres appels. Je pouvais entendre le faible murmure de sa voix, discutant de stratégie juridique et de loi fédérale. Vers midi, mon téléphone a sonné. C'était ma mère. J'ai hésité, me préparant avant de répondre. « Mija, comment te sens-tu » Sa voix était lourde d'épuisement et d'inquiétude. « Je vais mieux, maman. Le bébé va bien. Nous allons toutes les deux nous en sortir. »« Dieu merci », a-t-elle murmuré. J'ai eu si peur. Je n'ai pas dormi de la nuit. Il y eut une longue pause. Audrey, ton père a dit à Brenda de partir. Elle et Gary sont partis hier soir. Gary reste chez son frère. Il est très contrarié.
Je me suis demandé s'il était contrarié par la violence ou par les conséquences qui leur tombaient dessus comme un train de marchandises. Maman, ai-je dit, ma voix stable. Je dois te demander quelque chose. Brenda a-t-elle déjà été violente auparavant? A-t-elle déjà frappé Gary ou toi? Une autre pause. Celle-ci plus longue, plus lourde. Quand elle a finalement parlé, sa voix était à peine un murmure. Il y a eu des incidents. Rien comme hier. Mais oui, parfois, quand elle est très en colère, elle jette des choses, pousse les gens. L'année dernière, elle a attrapé les bras de Gary si fort que ça a laissé des marques. Et pourquoi personne ne me l'a dit? Que étions-nous censés dire? Sa voix était empreinte d'une rationalisation lasse que je ne connaissais que trop bien. Que ta sœur a mauvais caractère? Tu le savais déjà. Ce n'est pas comme si elle battait quelqu'un, juste qu'elle perdait le contrôle parfois. C'était le problème. Notre famille avait passé tant d'années à minimiser le comportement de Brenda, à lui trouver des excuses, que nous avions perdu de vue où la normalité s'arrêtait et où l'abus commençait. Attraper quelqu'un assez fort pour laisser des marques n'était pas perdre le contrôle. C'était une agression. Maman, ce que Brenda a fait hier n'était pas juste perdre le contrôle, ai-je dit fermement. C'était délibéré. Je sais, Mija. Je sais, a-t-elle dit, sa voix se brisant. Mais peut-être que si nous nous asseyons tous et parlons, si Brenda s'excuse correctement, peut-être que cela n'a pas à impliquer les tribunaux. Il est trop tard pour ça, maman, ai-je dit doucement. Brenda a commis un crime fédéral. Le FBI enquête déjà. Le FBI? A-t-elle halté? Audrey, c'est ta sœur. La famille devrait gérer les problèmes familiaux. La famille devrait se protéger mutuellement, ai-je répondu. Une profonde tristesse s'emparant de moi. Brenda a choisi de m'attaquer à la place. Après avoir raccroché, la sonnette a retenti. À travers le Judas, j'ai vu un homme et une femme en costume sombre brandissant des badges. FBI. Exactement comme Preston l'avait promis. Je l'ai appelé, et il est sorti de son bureau, sans surprise. Madame, a dit la femme, je suis l'agent spécial Sarah Chin, et voici l'agent spécial Michael Torres. Nous enquêtons sur l'agression qui a eu lieu hier. L'agent Chin était vive, professionnelle et très sérieuse. Pendant l'heure suivante, je leur ai raconté chaque détail. Les textos du matin, la dispute qui s'intensifiait, les insultes, le moment où elle m'a frappé. Ils ont posé des questions précises. Votre sœur a-t-elle déjà été physiquement violente avec vous avant hier, a demandé l'agent Torres. J'ai réfléchi attentivement. Pas directement. Mais elle a toujours été agressive, intimidante. Quand nous étions adolescentes, elle me coinçait pendant les disputes, se mettait juste devant mon visage et criait jusqu'à ce que je recule. Des témoins de ces incidents. Généralement juste la famille. Nous traitions juste ça comme une rivalité fraternelle normale. Les mots avaient un goût de cendre dans ma bouche. Alors qu'il se préparait à partir, l'agent Torres a posé une dernière question. Une question qui m'a glacé le sang. Êtes-vous au courant d'autres incidents violents impliquant votre sœur? D'autres victimes qui pourraient hésiter à se manifester? La question est restée en suspens. J'ai pensé à l'aveu de maman à propos de Gary, à la façon dont Gary semblait toujours marcher sur des œufs autour de sa propre femme. Mais avant que je puisse répondre, mon téléphone a vibré. Un texto d'un numéro que je ne reconnaissais pas. C'est Gary. S'il te plaît, appelle-moi. C'est important. Ne le dis à personne. J'ai montré le texto aux agents. Les yeux de l'agent Chin se sont plissés. Sortez et passez l'appel, a-t-elle dit. Mettez-le sur haut-parleur. Ma main tremblait en composant le numéro. Gary, c'est Audrey. Audrey, Dieu merci. Sa voix était un murmure paniqué. Écoute, je dois te dire quelque chose. Ce n'était pas un hasard. Elle planifiait. Pas ça exactement, mais quelque chose. Elle parlait à quelqu'un. Elle parlait à qui, Gary, a demandé Preston, sa voix sèche à côté de moi. Il y eut un sanglot étouffé à l'autre bout du fil. Je ne connais pas son nom. Mais il lui a donné des idées pendant des mois, lui a rempli la tête de poison sur Preston, sur toi. Il l'a payé, Audrey. Il l'a payé pour obtenir des informations. Toute cette affaire,
c'est plus gros que tu ne le penses. Les mots de Gary flottaient dans l'air, épais de pressentiment. Il l'a payé. L'idée était si monstrueuse, si bizarre, qu'elle semblait à peine réelle. Ma propre sœur, acceptant de l'argent pour m'espionner. Les agents du FBI ont échangé un regard. Cela venait de passer d'un violent conflit domestique à quelque chose de bien plus sinistre. Gary, nous avons besoin que vous nous disiez tout ce que vous savez, a dit l'agent Chin, sa voix calme mais autoritaire. Au cours des 30 minutes suivantes, une histoire sordide et incroyable a déferlé. Gary, enfin libéré de la présence immédiate de Brenda, a déchargé des mois de peur et de suspicion. Il a expliqué qu'il y a environ 6 mois, Brenda avait été contactée en ligne par un homme qui s'était d'abord présenté comme un client potentiel pour leur entreprise de design. Mais bientôt, les conversations ont changé. L'homme, que Gary ne connaissait que par un pseudonyme, a commencé à exploiter le ressentiment existant de Brenda. Il lui a dit que les gens puissants comme Preston avaient souvent des secrets, qu'ils utilisaient leur influence pour écraser les petites gens, que les craintes de Brenda que sa famille soit méprisée étaient valables. Il a commencé à demander des informations, de petites choses au début, l'emploi du temps de Preston, les noms de nos amis. Puis c'est devenu plus spécifique, des informations financières qu'elle pourrait surprendre lors de réunions de famille, des détails sur ma grossesse, mes rendez-vous chez le médecin. Et à chaque information, un paiement apparaissait sur un compte bancaire séparé que Brenda avait ouvert. Gary avait trouvé les relevés par accident. Quand il l'a confrontée, elle est entrée dans une rage folle, l'accusant de l'espionner et le menaçant de divorcer s'il en parlait à nouveau. Elle était obsédée, a murmuré Gary, sa voix se brisant. Elle passait des heures au téléphone avec lui. Il était comme un chef de secte qui nourrissait sa paranoïa. Il l'a convaincu que Preston était une sorte de menace pour notre famille. Après la fin de l'appel, les agents ont travaillé avec une nouvelle urgence. En quelques heures, en utilisant les informations fournies par Gary, ils avaient un nom, Vincent Thorne. Quand Preston a entendu le nom, je l'ai vu pâlir. Je le connais, a-t-il dit, la voix sombre. Il était procureur adjoint des États-Unis, une étoile montante. J'étais dans le comité d'examen judiciaire qui a recommandé sa radiation il y a 5 ans. Il a été surpris en train de fabriquer des preuves pour obtenir des condamnations. Il a essayé de ruiner des vies innocentes. Le motif s'est emboîté avec une clarté horrifiante. Il ne s'agissait jamais seulement de la jalousie de Brenda. Il s'agissait de la vengeance de Thorne. Il avait trouvé l'arme parfaite pour frapper l'homme qui avait contribué à mettre fin à sa carrière, un membre de la famille amère, plein de ressentiment et facilement manipulable. Mon esprit s'est emballé. Chaque dîner de famille, chaque conversation informelle, chaque information personnelle que j'avais jamais partagée avec ma sœur avait potentiellement été vendue, emballée et livrée à l'ennemi mortel de mon mari. Elle n'était pas seulement ma sœur. Elle avait été une informatrice payée, une espionne dans ma propre famille. Plus tard dans la soirée, Case Chandler, le procureur, est venu chez nous. Il a étalé des documents sur notre table de salle à manger, des relevés bancaires, des journaux d'appel, des analyses préliminaires de l'ordinateur de Brenda, que le FBI avait déjà saisi à son domicile. Le tableau qu'il peignait était écœurant. La connexion remonte à près de 6 mois, a expliqué Case. Thorne la préparait. Il a nourri son ego, validé ses griefs, puis l'a lentement transformé en un atout. Les paiements ont commencé modestement, quelques centaines ici et là. Mais le mois dernier, alors qu'il commençait à planifier une confrontation publique, les paiements ont considérablement augmenté. Elle nous espionnait, ai-je dit, la réalisation me frappant comme un autre coup physique. Essentiellement, oui, a confirmé Case. Et tout était dirigé par Thorne, qui établissait un profil complet de vos vulnérabilités. Le visage de Preston était de pierre. Case, a-t-il dit, si Thorne a orchestré cela pendant des mois, l'agression de Brenda n'était peut-être pas la fin du jeu. C'était peut-être juste le premier coup. D'accord, a dit Case d'un ton sombre. C'est pourquoi nous traitons cela comme une menace continue à la sécurité judiciaire. Thorne n'est pas seulement un avocat mécontent. C'est un cerveau criminel. En arrêtant Brenda, nous avons coupé sa ligne directe avec vous, mais nous devons maintenant supposer qu'il a d'autres plans. La conversation s'est orientée vers la stratégie juridique. Avec l'angle de la conspiration, le dossier contre Brenda était maintenant en béton. Il montrait la préméditation, la malveillance. Ce n'était pas un crime passionnel. C'était un contrat,
émotionnellement sinon littéralement. Avec des accusations de conspiration ajoutées à l'agression, a dit Case, elle risque un minimum de 15 ans. Peut-être la perpétuité si nous pouvons prouver que la conspiration a mis en danger les opérations fédérales. La perpétuité pour ma sœur. La fille instable, cruelle et stupide qui avait laissé sa jalousie être transformée en arme par un monstre. Une partie de moi, une petite partie triste, avait presque pitié d'elle. Presque. Cette nuit-là, alors que Preston et moi étions au lit, le poids de tout cela m'écrasait. Penses-tu qu'elle savait, ai-je demandé dans l'obscurité. Penses-tu que Brenda comprenait ce que Thorne faisait vraiment? Preston est resté silencieux un long moment. Je pense, a-t-il dit finalement, que Brenda savait exactement ce qu'elle faisait. Elle s'est juste convaincue que c'était justifié. Choisir de te faire du mal, Audrey. Lui a demandé de décider que ses griefs étaient plus importants que ta sécurité et la vie de notre fille. Personne ne fait ce choix par accident. On le fait parce qu'à un certain niveau, on le veut. 8 mois, c'est une éternité. Pendant ce temps, mon monde a été complètement remodelé. Notre fille, Hazel, est née 2 semaines avant terme. Une petite chose parfaite qui semblait porter une volonté féroce de vivre. En la tenant dans mes bras, je savais que je ferais n'importe quoi pour la protéger, et cela signifiait aller jusqu'au bout. Le palais de justice fédérale était un endroit que je connaissais bien de mes jours de journaliste, mais y entrer maintenant en tant que victime dans le procès de ma propre sœur semblait surréaliste. Des équipes de médias campaient sur les marches, attirées par les détails salaces de l'affaire, la famille d'un juge fédéral déchiré par la jalousie, la trahison et une sinistre conspiration. Preston m'a serré la main fermement alors que nous nous frayions un chemin à travers la foule de journalistes. À l'intérieur, l'air était lourd d'anticipation. Nous avons rencontré Case Chandler dans une petite salle de conférence. Son nouvel avocat a déposé une requête de dernière minute pour faire rejeter les accusations de conspiration, nous a dit Case, en feuilletant un épais classeur. Il essaie de faire valoir que Brenda a été manipulée par Thorne, une victime elle-même. A-t-il une chance que le juge l'accorde, a demandé Preston. Case a secoué la tête. J'en doute. Nous avons les relevés bancaires. Nous avons les transcriptions de leurs appels. Nous avons les rapports détaillés que Brenda lui a envoyés sur votre famille. Il est impossible de prétendre qu'elle était une participante involontaire. Quand nous sommes finalement entrés dans la salle d'audience, j'ai vu ma famille assise dans la galerie. Mes parents avaient l'air d'avoir vieilli de 10 ans. Ma mère m'a offert un faible sourire navré. Les révélations sur la conspiration de Brenda avec Thorne l'avaient anéanti. Elle avait enfin compris que ce n'était pas juste une crise de colère. C'était un acte de mal calculé. Puis j'ai vu Brenda assise à la table de la défense. 8 mois en détention fédérale l'avaient changée. Elle était plus mince, ses cheveux avaient perdu leur éclat, et elle était vêtue d'une combinaison de prison terne. Mais quand ses yeux ont trouvé les miens, le regard était le même. Une haine pure et sans mélange. Il n'y avait aucun remords, aucun regret, juste le même venin qui l'avait alimenté pendant des années. Le procès a commencé. Case Chandler s'est levé pour faire sa déclaration liminaire, sa voix calme mais énergique. Il a brossé le tableau non pas d'un conflit familial, mais d'une attaque contre l'état de droit. Au cours de ce procès, a-t-il dit au jury, vous entendrez des preuves que Brenda Rodriguez n'a pas simplement perdu son sang-froid lors d'une réunion de famille. Elle a exécuté un plan de plusieurs mois, développé en coopération avec un criminel en disgrâce. Pour agresser sa sœur enceinte de la manière la plus publique et la plus dommageable possible. Elle a choisi l'argent plutôt que la famille. Elle a choisi la violence plutôt que la décence. Et elle a choisi de cibler une femme enceinte parce qu'elle savait que cela causerait une douleur maximale. Le premier témoin qu'il a appelé était Gary. L'ex-mari de Brenda s'est avancé à la barre avec une lourde réticence. Il avait demandé le divorce peu après son arrestation. Monsieur Peterson, a commencé Case, pouvez-vous décrire le comportement de votre ex-femme dans les mois qui ont précédé l'agression? La voix de Gary était à peine un murmure alors qu'il décrivait l'obsession croissante de Brenda, ses appels nocturnes, sa paranoïa. Elle est devenue convaincue, a témoigné Gary, que le juge ait utilisé sa position pour enquêter sur notre famille. Elle pensait que chaque interaction gouvernementale de routine faisait partie d'une conspiration contre elle. Quand Audrey est tombée enceinte, elle l'a vue comme la trahison ultime. Avez-vous déjà entendu Brenda et Vincent Thorne discuter de plans pour nuire à Madame A, a demandé Case.
L'avocat de Brenda s'est levé d'un bond. Objection. Rejeté, a dit calmement le juge. Le témoin répondra à la question. Gary a regardé Brenda directement pour la première fois, son expression un mélange de peur et de résolution. Oui, a-t-il dit, sa voix gagnant en force. Environ 2 mois avant la fête. J'ai surpris Brenda au téléphone. Il parlait de créer un incident public qui forcerait le jugé à se récuser des affaires. Ils ont spécifiquement discuté de cibler Audrey parce que sa grossesse la rendait vulnérable et parce qu'attaquer une femme enceinte générerait le plus d'indignation. Un murmure a parcouru la salle d'audience. Brenda a rougi d'un rouge profond et a commencé à chuchoter furieusement à son avocat. Le mal était fait. Le tout premier témoin avait établi la préméditation. Ce n'était pas une dispute de sœurs. C'était une conspiration. L'accusation a continué à construire son dossier, brique par brique accablante. L'agent Chin du FBI a ensuite témoigné, présentant au jury la montagne de preuves numériques qu'ils avaient récupérées sur l'ordinateur et le téléphone de Brenda. Sur le grand écran installé dans la salle d'audience, nous avons tous vu les messages textes entre Brenda et Thorne discutant du « problème du juge ». Les emails décrivant des stratégies pour « neutraliser l'ingérence fédérale ». Et les photos de surveillance. Mon souffle s'est coupé. Il y en avait des centaines. Des photos de Preston et moi partant au travail. Allant à l'épicerie. Entrant dans le cabinet du docteur Chang pour mes examens. C'était glaçant. Elle nous avait observés pendant des mois, documentant nos vies, nos routines, et transmettant tout cela à un homme qui voulait nous détruire. Madame Rodriguez a-t-elle partagé ces informations de surveillance avec Vincent Thorne, a demandé Case à l'agent Chin. Oui, a répondu sèchement l'agent. Nous avons des enregistrements de rapports réguliers envoyés à Monsieur Thorne, y compris des photographies et des horaires détaillés. Madame Rodriguez fonctionnait essentiellement comme une informatrice payée. Fournissant des renseignements sur un juge fédéral et sa famille à un homme ayant une vendetta connue contre le système judiciaire fédéral. L'avocat de Brenda a fait de son mieux en contre-interrogatoire, tentant de la dépeindre comme un pion, une femme manipulée par un escroc sophistiqué, mais les preuves étaient trop accablantes. Les relevés bancaires montraient qu'elle n'était pas seulement un pion. Elle était une employée rémunérée. Mais le témoin vedette de l'accusation, le moment que tout le monde attendait, était Vincent Thorne lui-même. 3 mois après sa propre détention fédérale, l'ancien procureur en disgrâce avait accepté de coopérer avec le gouvernement en échange d'une réduction de peine. Il est entré dans la salle d'audience menottée, sa présence autrefois impressionnante diminuée par son temps derrière les barreaux. Il ressemblait à ce qu'il était, un homme amer et brisé. Son témoignage a été dévastateur. D'un ton plat et factuel, il a exposé tout son plan. Il a décrit comment il avait identifié Brenda comme une personne avec un ressentiment existant et une boussole morale malléable. La dynamique familiale en faisait la source interne parfaite, a témoigné Thorne, sans la moindre émotion. Sa volonté d'accepter un paiement pour des informations m'a dit qu'elle pouvait être convaincue de prendre des mesures plus directes. Et avez-vous spécifiquement ordonné à Madame Rodriguez d'agresser sa sœur enceinte, a demandé Case, sa voix résonnant dans la salle d'audience silencieuse. Thorne a esquissé un léger sourire glaçant. Pas dans ces termes exacts, a-t-il dit. J'ai clairement indiqué qu'un incident public impliquant la femme enceinte du juge créerait un maximum de dommages à sa réputation. Brenda a compris ce que je demandais. Et comment avez-vous communiqué cette compréhension? Puis est venu le coup de grâce final et écrasant, la révélation qui a retourné le couteau dans mon cœur une dernière fois. Thorne a regardé le jury. Je n'ai pas eu à le faire, a-t-il dit calmement. Brenda a suggéré elle-même de cibler la grossesse de sa sœur. La salle d'audience a éclaté en murmures. Le juge a frappé de son marteau pour rétablir l'ordre. J'ai juste regardé ma sœur, mon esprit refusant de traiter ce que je venais d'entendre. Ce n'était pas l'idée de Thorne. C'était la sienne. Elle a dit, a poursuivi Thorne, sa voix dénuée de toute émotion. Qu'attaquer une femme enceinte générerait le genre d'indignation publique qui détruirait définitivement la crédibilité du juge. Elle était assez fière de l'idée. J'ai simplement encouragé cette ligne de pensée et fourni un paiement supplémentaire pour inciter à l'action. Tout était là, la trahison complète et totale. Elle n'avait pas été manipulée pour être violente. Elle n'était pas une victime. Elle était l'architecte de ma plus profonde douleur. Elle avait regardé mon enfant à naître, sa propre nièce, et n'avait pas vu une famille, mais une cible,
un outil à utiliser pour sa propre vengeance mesquine. À ce moment-là, toute trace de sympathie que j'aurais pu avoir pour elle s'est transformée en poussière. Quand ce fut mon tour de témoigner, un calme étrange s'est emparé de moi. Je me suis dirigé vers la barre des témoins, la tête haute. Hazel était en sécurité avec la mère de Preston à la garderie du palais de justice, et j'étais libre de me concentrer, d'affronter ma sœur une dernière fois et de dire ma vérité. Les questions de Case étaient directes. Il m'a demandé de décrire ce qui s'était passé à la fête. Je leur ai parlé de la douleur, de la terreur de penser que j'avais perdu ma fille. J'ai parlé du traumatisme émotionnel d'être attaqué par ma propre sœur lors de ce qui aurait dû être une joyeuse célébration familiale. Madame a demandé doucement Case, avant la fête d'anniversaire de votre mère, étiez-vous au courant que votre sœur était payée pour espionner votre famille? Non, ai-je dit, ma voix claire et stable. Je n'en avais aucune idée. Je pensais que sa colère venait d'un sentiment de jalousie. Je n'aurais jamais imaginé que c'était une transaction professionnelle. Et comment cette expérience a-t-elle affecté votre relation avec votre famille élargie? J'ai regardé vers la galerie, vers mes parents, leurs visages gravés de chagrin. Elle l'a détruite, ai-je dit honnêtement. Elle a détruit des relations qui ont mis toute une vie à se construire. Ce qui était censé être le moment le plus heureux de ma vie, l'attente de mon premier enfant, est devenu un cauchemar de surveillance, de trahison et de violence. En contre-interrogatoire, l'avocat de Brenda a été doux. Il a essayé de suggérer que Brenda avait toujours eu des problèmes, que des problèmes de santé mentale auraient pu la rendre plus susceptible à la manipulation de Thorne, mais j'ai refusé de lui céder un pouce. Je ne lui trouverai pas d'excuses. Plus maintenant. Madame a-t-il dit, seriez-vous d'accord pour dire que votre sœur a eu des problèmes de gestion de la colère tout au long de sa vie? Ma sœur a toujours été instable, ai-je répondu, en regardant directement le jury. Mais l'instabilité n'est pas la même chose que la cruauté calculée. Accepter de l'argent pour espionner sa famille, puis planifier une attaque contre sa sœur enceinte n'est pas un problème de gestion de la colère. C'est un choix délibéré. Le dernier témoin était le docteur Chang. D'une voix calme et professionnelle, elle a décrit les risques médicaux que l'agression de Brenda avait posés pour moi et Hazel. Elle a parlé de décollement placentaire, de travail prématuré et de mort fétale. Elle a rappelé à tout le monde dans cette pièce à quel point ma sœur était passée près de commettre un crime encore plus horrible. Pendant les plaidoiries finales, Case a dépeint Brenda comme quelqu'un qui avait trahi tous les liens familiaux et de décence pour l'argent et la rancune. Il a rappelé au jury que ce n'était pas un moment de mauvais jugement, mais le point culminant d'une conspiration de plusieurs mois. L'épreuve, a-t-il conclu, exige une condamnation sur tous les chefs d'accusation. L'avocat de Brenda a fait de son mieux, mais c'était une tâche sans espoir. L'épreuve était tout simplement trop vaste, trop claire. Le jury a délibéré moins de 3 heures. Quand ils sont revenus, le président du jury s'est levé, une expression sombre sur son visage. Mon cœur battait si fort que je pouvais le sentir dans mes oreilles. Preston s'est penché et m'a pris la main. Sur l'accusation d'agression contre un membre de la famille immédiate d'un fonctionnaire fédéral, a dit le président du jury, sa voix résonnant dans la pièce silencieuse, nous, le jury, déclarons l'accusée, Brenda Rodriguez, coupable. Une vague de soulagement si puissante qu'elle m'a presque fait plier m'a envahi. Sur l'accusation de conspiration pour menacer un fonctionnaire fédéral, a-t-il poursuivi, nous déclarons l'accusé coupable. Sur l'accusation de communication menaçant inter-État, nous déclarons l'accusé coupable. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Brenda n'a montré aucune émotion. Elle est restée assise là, son visage un masque vide alors que sa vie s'effondrait autour d'elle. Alors que les huissiers venaient l'emmener, ses yeux ont finalement croisé les miens une dernière fois. Ils étaient vides. Le feu avait disparu. Il ne restait que des cendres. Si vous écoutez encore, pourriez-vous s'il vous plaît me faire une faveur et aimer cette vidéo et commenter le chiffre ainsi dessous. De cette façon, je saurai que vous m'avez donné un j'aime et je saurai que vous avez été avec moi tout au long de ce voyage. Votre soutien est un énorme encouragement pour moi. S'il vous plaît, commentez le chiffre 1, puis écoutez la suite de mon histoire. C'est incroyable à quel point les choses peuvent changer en 2 ans. La tempête passe, les eaux de crue se retirent, et vous êtes là pour évaluer les dégâts et décider de ce qu'il faut reconstruire. Pour nous, nous avons décidé de construire quelque chose de beau. 2 ans après que Brenda a été condamnée à 23 ans de prison fédérale, le soleil du matin se déversait à nouveau par mes fenêtres. Mais cette fois,
c'était une nouvelle maison nichée dans les contreforts de Denver, un endroit qui semblait à des millions de kilomètres des souvenirs douloureux de la ville. Notre fille Hazel, maintenant une petite fille de 2 ans et demi turbulente avec les yeux sombres de Preston et mon caractère têtu, poursuivait notre Golden Retriever dans le jardin. Et je me tenais à la fenêtre de la cuisine, les regardant, une main posée sur mon nouveau ventre qui s'arrondissait. Notre deuxième fille, Paige, devait naître dans 3 mois. Cette grossesse était tout ce que la première n'avait pas été. Paisible, célébrée et entourée d'amour au lieu de surveillance et de menaces. Sur la table de la cuisine, étalés parmi les dessins au crayon de Hazel, se trouvaient les plans architecturaux du Centre William pour la justice familiale. Après le procès, Preston et moi savions que nous ne pouvions pas simplement revenir à la situation antérieure. Nous avions eu un aperçu douloureux et de première main d'un type unique de vulnérabilité, comment les liens familiaux pouvaient être utilisés comme des armes contre les fonctionnaires publics. Nous avons décidé de canaliser notre expérience en quelque chose de constructif. Notre centre fournirait des services juridiques, des conseils et un logement sûr pour les familles confrontées à ces menaces internes complexes. Nous voulions transformer notre traumatisme en un bouclier pour les autres. Preston est entré de la terrasse, une assiette de crêpes à la main et Hazel perchée sur sa hanche. L'entrepreneur dit que le bâtiment principal sera terminé pour Noël, a-t-il dit en souriant. Un timing parfait pour la grande ouverture. En le regardant avec notre fille, j'ai été rempli d'un profond sentiment de gratitude. C'était ce pourquoi nous nous étions battus. Ce matin normal, magnifique, rempli de crêpes. C'était la vie que Brenda et Vincent Thorne avaient tant essayé de détruire. Et ils avaient échoué. Ils avaient échoué de manière spectaculaire. La dynamique de notre famille avait également changé. Mes parents avaient tous deux suivi une thérapie pour traiter leur rôle dans la facilitation du comportement de Brenda pendant si longtemps. Nos conversations avaient maintenant une profondeur et une honnêteté qui manquaient depuis des années. Ils étaient des grands-parents dévoués, déversant tout l'amour qu'ils ne pouvaient pas donner à leur fille perdue sur Hazel. Les blessures étaient toujours là, bien sûr. Une fille en prison fédérale est une cicatrice qui ne s'efface jamais vraiment. Mais nous guérissions, ensemble. Le travail sur le centre est devenu notre priorité. Nous nous sommes associés au FBI pour créer des programmes de formation pour les forces de l'ordre. Nous avons travaillé avec les procureurs fédéraux pour développer de nouveaux protocoles. Nous voulions nous assurer qu'aucune autre famille n'aurait à naviguer seule dans le cauchemar que nous avions enduré. Ce qui avait commencé comme une tragédie personnelle était devenu la mission de notre vie. Un après-midi, environ un mois avant la naissance de Paige, j'ai reçu un appel de Case Chandler. Il était devenu un ami proche et siégeait maintenant au conseil consultatif de notre centre de justice. Audrey, j'ai des nouvelles de Brenda, a-t-il dit, sa voix douce. Son dernier appel a été rejeté par la 10e cour d'appel. La condamnation et la peine sont définitives. C'est officiellement terminé. J'ai ressenti un mélange familier et compliqué de soulagement et de tristesse. Son équipe juridique avait épuisé toutes les voies, mais les preuves avaient simplement été trop accablantes. Comment va-t-elle, ai-je demandé, bien qu'une partie de moi n'était pas sûre de vouloir savoir. Selon son conseiller, a dit Case, elle est différente. Elle accepte enfin la responsabilité, participe à des programmes de gestion de la colère, travaille à la bibliothèque de la prison. Il est possible qu'elle change vraiment. Changer. Le mot semblait étrange appliqué à ma sœur. Pendant toute ma vie, elle avait été un point fixe de ressentiment et d'instabilité. L'idée que les conséquences sévères et inflexibles de la prison fédérale aient pu accomplir ce que des décennies d'intervention familiale n'avaient pas pu faire semblait presque impossible. Elle a demandé, par l'intermédiaire de son avocat, si elle pouvait écrire, a ajouté Case. Pas de demande, pas d'attente, juste pour reconnaître ce qu'elle a fait. J'y ai réfléchi longtemps. J'ai regardé les plans du centre sur ma table, ma fille jouant par terre. Mes enfants grandiraient en sachant qu'ils avaient une tante en prison. Mais ils grandiraient aussi dans un monde où leurs parents avaient transformé cette obscurité en un phare d'espoir pour les autres. Je ne suis pas prête pour ça encore, ai-je dit à Case, honnêtement. Peut-être un jour, mais pas encore. Et puis, environ un an plus tard, après la naissance de Paige et la grande ouverture du centre, une lettre est arrivée. Elle n'avait pas été transmise par son avocat. Elle était adressée de son écriture familière en boucle. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. Elle était courte. Il n'y avait pas d'excuses, pas d'apitoiement sur soi. Elle disait simplement, Audrey,
je sais qu'il n'y a rien que je puisse dire qui puisse réparer les dommages que j'ai causés. Je vis avec ça tous les jours. Je n'écris pas ceci pour demander ton pardon, car je sais que je ne le mérite pas. Je voulais juste dire que je suis désolé. J'étais consumé par un poison que j'ai laissé grandir en moi et je l'ai laissé tout détruire. J'espère qu'un jour mes nièces sauront que leur père est un homme bien qui a épousé une femme forte. Et j'espère qu'elles sauront qu'elles viennent de gens qui savent comment transformer l'obscurité en lumière. Brenda. Et c'était tout. C'était la première chose qu'elle ait jamais écrite qui sonnait comme de la sagesse plutôt que de la rage. Peut-être que la prison l'avait changée. Ou peut-être qu'elle s'était enfin lassée de porter tant de colère. Quoi qu'il en soit, en pliant la lettre, j'ai ressenti quelque chose que je n'attendais pas. La clôture. Un sentiment calme et paisible que l'histoire était belle et bien terminée. Ma sœur avait trouvé ses conséquences, et j'avais trouvé ma raison d'être. Le Centre William pour la justice familiale servira les familles pendant des décennies. Et chaque personne qui trouvera la sécurité entre ses murs sera un témoignage d'une simple vérité, que la violence même destinée à détruire une famille peut devenir la fondation de quelque chose qui en guérit des centaines d'autres. Ma sœur a essayé de ruiner ma vie. Au lieu de cela, elle m'a donné une mission. Et pour cela, de la manière la plus étrange qui soit, je suppose que je peux enfin être en paix. Et ainsi, cette histoire nous laisse avec un rappel profond de la force qu'il faut pour surmonter la trahison, la douleur et une perte inimaginable. Elle nous enseigne que même dans les moments les plus sombres, nous avons le pouvoir de choisir comment nous réagissons, laisser l'amertume nous consumer ou transformer notre douleur en raison d'être. La vie peut nous mettre à l'épreuve de manière que nous n'attendons jamais. Mais c'est dans ces moments d'adversité que notre vrai caractère se révèle. Le parcours d'Audrey et Preston nous montre la résilience de l'esprit humain et la capacité extraordinaire de transformer une tragédie personnelle en une force pour le bien. Au fond, cette histoire est un témoignage du pouvoir du pardon, pas nécessairement pour celui qui a causé du tort, mais pour nous-mêmes, afin que nous puissions guérir et avancer. C'est un appel à affronter les vérités difficiles de nos vies, à fixer des limites là où elles sont nécessaires, et à protéger ce qui compte le plus. Elle nous rappelle que même lorsque la confiance est brisée, nous pouvons reconstruire. Pas toujours avec les mêmes personnes, mais avec les leçons qu'elles nous laissent. Que retenez-vous de ce parcours de résilience et de rédemption? Partagez vos pensées ci-dessous ou commentez simplement, bien, si cette histoire vous a inspiré à réfléchir à la force qui est en vous. Poursuivons cette conversation et apprenons les uns des autres.